Donc, bienvenue pour ce webinaire. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour donc aborder ce retour d'expérience, ce partage qui aujourd'hui donc, va nous être fait par Simon Case et Étienne Ciseaux et moi-même, sur un sujet donc d'utilisation de, Snowpark, Python, sur Snowflake. Et comment, Shipio, qui est notre invité aujourd'hui, hem, a réussi à profiter de l'utilisation de Snowpark pour, ajouter encore plus de, plus-value, dans ses services et utiliser, ces services-là pour détecter des anomalies ou pour, corriger, des problématiques autour des données géospatiales. C'est le sujet aujourd'hui, donc de notre, webinaire, et on va également traiter aussi le retour d'expérience, de Simon, d'Étienne qui ont œuvré sur l'implémentation de ce sujet-là, et vous donner quelques feedbacks, sur tout ça. Voilà globalement de quoi on va, parler aujourd'hui. Avant de démarrer, on va très rapidement juste se présenter. À toi l'honneur, Simon. Donc, bonjour à tous, moi je suis staff engineer chez Shipeo. Je travaille dans cette entreprise depuis 5 ans. Initialement, j'ai rejoint en tant que data scientist. Aujourd'hui, je porte la vision tech sur le sujet de data science. Mon travail, c'est aussi de garantir la livraison des roadmaps produits et techniques chez Shipeo sur mon périmètre et d'assurer la stabilité, la maintenabilité de notre plateforme. Et j'ai aussi un rôle de coordination entre les différentes équipes tech avec mes homologues, dans nos 2 équipes. Super. Merci Simon. Étienne, pour ta part? Tu as pas Hop, activé ton. excusez-moi. Bonjour à tous, moi c'est Étienne Ciseaux, je suis consultant BI et data engineer chez Activision depuis maintenant quasiment 1 an et demi. Et je travaille principalement sur des technos comme Snowflake, donc j'étais en charge de la réalisation et de l'implémentation du sujet qu'on va voir aujourd'hui. Super, je te remercie Étienne, et pour ma part, donc Radoslav Vilchev, je suis consultant senior et team leader chez Actinvision, et je vais, servir un tout petit peu, d'animateur sur le, webinaire aujourd'hui. Je vous présente l'agenda un tout petit peu plus en détail, et avant, l'agenda, quelques règles. N'hésitez pas à interagir avec nous, c'est l'objectif aussi de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans la conversation, du chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure, et sinon il y a une session de Q&A qui est prévue d'une 10-15 minutes à la fin. Donc, on va commencer donc pendant la présentation. Donc, on va présenter les 2 entreprises, donc Shipeo et Actinvision, rapidement. Après, on va faire une introduction sur ce que c'est Snowflake et ce que c'est Snowpark. On va parler très rapidement de notre collaboration, et on va attaquer le vif du sujet avec la présentation du use case métier, d'un point de vue plus métier, pour parler ensuite de l'implémentation technique de ce sujet, et arriver, sur le sujet probablement le plus intéressant aujourd'hui, c'est quel est le retour d'expérience sur, déjà l'implémentation, mais aussi sur, l'utilisation de cet outil, aujourd'hui chez Shipeo. Hem, donc, comme je disais, donc honneur à notre invité, Simon. Je le laisse présenter, donc Shipeo et les activités de Shipeo. Merci Radoslav. Alors, pour vous présenter Shipeo, je vais commencer par un petit parallèle. On s'en est tous habitués aux plateformes de B2C qui offrent de la visibilité en temps réel. On a un peu 3 exemples ici, des livraisons de colis dans le domaine de l'e-commerce, une application de VTC et une application de livraison de nourriture. La recette est la même. On obtient des notifications, quand l'état de notre commande change. On a un suivi en temps réel. On peut avoir des alertes en cas de problème, et surtout, la plupart du temps, on a ce qu'on appelle un ETA pour Estimated Time to Arrival, ou heure d'arrivée estimée. Dans le B2B, on a historiquement certains grands transporteurs qui proposent ce genre de solution de visibilité.
Mais dans le transport, en fait, on a aussi plein de petites entreprises, de taille familiale qui n'ont pas ce niveau de service. Donc les clients, de la supply chain travaillent en plus souvent avec des dizaines de transporteurs différents. Donc c'est impossible de jongler avec, heu, plein d'interfaces, surtout quand certains transporteurs en plus sous-traitent, le transport. Donc en pratique, il est très difficile de suivre les marchandises et souvent pour, le client, on va avoir une disparition de la marchandise entre le moment où elle est chargée, sur le site de chargement et au moment où le moyen de transport arrive sur, le site de livraison. Donc ce que Shippeo propose, c'est ce qu'on appelle une solution RTTV pour Real Time Transport Visibility. On se connecte au système thématique des transporteurs. On agrège l'information, les positions, des événements, tout un tas d'informations qu'on reçoit de ces systèmes-là. Et on les restitue de manière intelligible à nos clients. Donc au final, on essaye d'offrir, une expérience B2C, à nos clients de B2B. Pour détailler un petit peu, on a une solution qui se construit sur 3 couches successives, de bas en haut. En bas, ce qu'on appelle en fait, donc ici le Global et Multimodal Network, ce qu'on appelle aussi le System of Record. C'est là qu'on collecte, toutes les données des acteurs de la supply chain en temps réel. On y ajoute du contexte et on restitue ces données de façon structurée à nos clients. Historiquement, on a beaucoup travaillé sur la route. Aujourd'hui, on s'est attaqué à d'autres modes comme l'océan, l'air ou le rail. Au-dessus de ça, on a la couche de data intelligence qu'on appelle le System of Information. C'est ici qu'on construit des systèmes pour améliorer la qualité de données et pour l'enrichir. Le meilleur exemple qu'on a, c'est, nos algorithmes d'apprentissage automatique qui nous permettent de prédire, l'ETA, donc l'heure d'arrivée des marchandises, pour nos différents modes de transport. Mais on a aussi tout un tas de systèmes, d'amélioration de la qualité des données. D'ailleurs, c'est un de ces systèmes dont on va parler aujourd'hui. Et tout en haut, on a ce qu'on appelle la Visibility Tower ou aussi le System of Engagement. Donc là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a de la donnée de bonne qualité, un système d'information performant, le dernier challenge, c'est de s'assurer que nos utilisateurs, puissent s'approprier ces données. Et pour ça, on s'efforce de leur fournir des outils qui vont leur permettre, d'automatiser les process de supply chain, de leur côté. On a beaucoup, de use cases différents. Heu, on a beaucoup qui sont résumés sur cette slide, mais pour donner quelques exemples, on va avoir, par exemple, la possibilité de mieux générer les pénalités de retard. On a plus de visibilité sur la livraison, donc on sait un peu plus, quand il y a des retards, où est-ce que ça a pêché. On va permettre aussi à nos clients d'organiser plus efficacement le travail dans leurs entrepôts, toujours à nos prédictions de retard. On permet aussi de réduire le coût à l'information puisqu'on va se faire ce travail d'agrégation des différents, sources de données, de la supply chain. Donc on donne un accès, plug and play à ces données. On va réduire les coûts de détention donc la détention, c'est quand par exemple, un conteneur reste, plusieurs jours dans un port, il y a des coûts qui sont facturés. Donc en donnant plus de visibilité, on va permettre de réduire ces coûts. Voilà, tout un tas de choses comme ça, améliorer la gestion des stocks, donner des indicateurs pour permettre, à nos clients de sélectionner les meilleurs transporteurs en fonction du trajet à faire. Ça va jusqu'à réduire, l'impact, en CO2 en permettant un peu d'optimiser, d'améliorer les flux de transport de nos clients. Super, je te remercie Simon. Ce que je retiens moi globalement de mon côté par rapport à un peu tout ça, effectivement énormément de données, énormément de plus-value, que vous apportez avec différents services, mais aussi donc la data et la plus-value ajoutée à cette data qui est, donc au cœur de votre métier et on va voir en partie un peu le sujet aujourd'hui. Je vais présenter à mon tour, donc ActineVision, rapidement. Donc Activision, c'est une, société qui est composée donc du coup de 2 entités. On a, Activision, qui s'occupe de la partie consulting, donc on intervient sur toute la chaîne de la data, en consulting et Actinway qui est donc notre, académie data qui s'occupe sur tous les aspects de la formation, donc pour les besoins en formation.
Donc, l'historique de Actinvision c'est une entreprise qui a été créée en 2014 avec ouverture progressive de 3 entités aujourd'hui. Donc, 2016 à Paris et 2020 à Lyon. Donc, nos partenaires technologiques, vous en voyez un certain nombre. Donc, on travaille beaucoup avec Tableau, avec Microsoft, on est Gold Partner Tableau. On travaille également avec Alteryx, Matillion, Talend, mais on suit Snowflake aujourd'hui qui est à l'honneur de ce webinaire aujourd'hui. Donc, on est fiers de ce partenariat. Et on a également plein de connaissances sur d'autres sujets autour sur lesquels on pourrait vous aider. Nous travaillons globalement sur 4 volets d'activité. Donc, un premier volet qui saurait aider nos clients à récolter de l'information, de la stocker donc, de la manière la plus optimale. En deuxième lieu, travailler sur cette donnée pour la transformer ou l'enrichir et y ajouter le maximum de plus-value pour ensuite l'utiliser du mieux qu'on pourrait en utilisant, donc là on évoque des sujets de data science, mais aussi en visualisation ou autre, ou en application. Donc toutes les exploitations qui pourraient être pertinentes pour permettre l'exploitation de celles-ci. Et on a également des activités autour de la communauté ou l'adoption des produits. Donc, on peut également vous accompagner sur de la formation, j'en citais, donc, mais aussi de l'adoption de certains produits ou l'aide à la migration progressive vers un outil, des choses comme ça. Dernière parenthèse, donc du coup, je venais revenir sur notre partenariat avec Snowflake. On a commencé notre partenariat en 2018. On a eu l'occasion de rencontrer les fondateurs aussi de Snowflake à ce moment-là. Et depuis, on a réussi à accompagner une quinzaine de clients sur leurs différents sujets Snowflake. De tout type, ça peut être du démarrage, ça peut être de la migration, ça peut être de l'accompagnement sur également des sujets comme ce type de sujet qu'on va évoquer aujourd'hui autour de Snowpark ou autre. Aujourd'hui, on est select partenaire et on espère progresser dans ce partenariat. Sur ce, je vais m'arrêter sur la présentation donc, du coup, de notre activité et je vais laisser la parole à Étienne pour introduire un tout petit peu ce que c'est Snowflake et ce que c'est Snowpark. À toi l'honneur, Étienne. Merci Radoslav. En effet, moi je vais vous parler un peu plus de Snowflake, donc un peu le cœur technologique de ce webinaire. Donc Snowflake, qu'est-ce que c'est? Snowflake maintenant c'est un outil majeur de la scène data. Historiquement, Snowflake c'était le data warehousing qui a su révolutionner le marché avec son architecture multi-cluster Sharp Data, donc qui a pas mal changé le jeu et qui a pas mal permis la possibilité de créer des data warehouses de manière beaucoup plus facile et de manière beaucoup plus efficace. Maintenant, Snowflake, c'est un produit qui évolue énormément. Tous les ans, on a des annonces qui peuvent permettre d'ajouter des composantes à Snowflake qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Snowpark en fait partie, je vais détailler juste après, mais vous avez également toutes sortes de produits intéressants comme le data sharing qui permet de partager des données, le fait que la plateforme soit extrêmement collaborative. En réalité, maintenant, c'est véritablement plus un data cloud qui permet de faire du développement orienté data. Également, vous avez toute une emphase qui est mise sur la data science et l'IA avec, par exemple, si vous avez suivi un peu les annonces, l'annonce de Cortex, qui est l'IA directement native de Snowflake, mais également toutes les annonces liées à Snowpark qui permettent de faire du développement directement sur Snowflake. Donc Snowpark, je reviendrai juste après, mais très rapidement, les avantages de Snowflake. Donc Snowflake, du coup, comme je n'ai pas forcément précisé, mais c'est une solution qui est cloud. Elle va s'appuyer sur les 3 data providers principaux, donc que sont GCP, AWS et Azure. Elle va vous permettre d'avoir une architecture qui est propriétaire, qui est assez intéressante, qui va permettre d'avoir plusieurs avantages comme la scalabilité native et le fait que vous avez une décorrélation, une déconnexion totale du storage et du compute, ce qui vous permet de gérer de manière efficace vos ressources. Également la monétisation qui est un avantage très intéressant de Snowflake puisque vous allez payer à l'usage et c'est assez facile de monitorer ses coûts et de comprendre un peu comment vont évoluer les coûts. Donc c'est une plateforme qui a beaucoup d'avantages.
l'un des avantages aussi qu'on aime bien mettre en valeur, c'est le fait que la plateforme est extrêmement simple à prendre en main et extrêmement facile pour faire de la collaboration. Typiquement, toutes les requêtes que vous allez faire, toute la manipulation, l'administration, même le développement va se faire en SQL. Donc, c'est un langage relativement facile. Ça va être surcouché avec un certain nombre d'actions et de fonctions propres à Snowflake, mais globalement, ça reste du SQL. Et le dernier avantage peut-être de Snowflake, c'est son écosystème de partenaires. Donc, comme l'a évoqué Radoslav, on est partenaire avec Matillion, Tableau et les solutions Microsoft. C'est également des solutions qui sont partenaires de Snowflake, qui vont s'intégrer naturellement dans des pipelines pour intégrer. Donc, en fait, Snowflake, c'est un outil qui peut se mettre très facilement dans vos pipelines existantes et qui peut être scalable de manière assez aisée également. Donc, on va rentrer peut-être vraiment dans le cœur du sujet aujourd'hui. Snowpark. Donc, Snowpark, si vous avez suivi peut-être l'année dernière au webinaire qu'on a fait avec Radoslav, Snowpark, c'est une API qui a été introduite par Snowflake en 2021. En 2022, ils ont ajouté le support du Python dans cette API. Donc, qu'est-ce que permet de faire Snowpark? Tout simplement, Snowpark, ça va nous permettre d'exécuter du code Python, Java ou Scala dans un environnement Snowflake et également de manipuler des données via ces langages de programmation. Donc, en plus de ces petites fonctionnalités-là, qui sont déjà majeures, vous avez accès à un certain nombre de bibliothèques qui vont être intéressantes. Ça va être assez crucial dans le cas de ce projet Coding avec Shipeo, puisqu'on va avoir accès justement via le Python à des bibliothèques qui vont être très utiles pour la manipulation de données géographiques. Donc très rapidement, si on détaille un peu le fonctionnement de Snowpark, vous avez deux fonctionnements qui sont un peu les deux faces de la même pièce. Vous avez la manipulation de data frame, c'est-à-dire que vous n'avez pas à manipuler des trames de données, des données Snowflake directement via votre langage de programmation préféré. Donc typiquement sur l'exemple qu'on voit ici sur l'image, c'est du Python qui permet de faire un filtrage et une moyenne très facilement, de la même manière que vous le feriez avec un Pandas ou un PySpark. En réalité, ce que vous allez faire ici, c'est que les requêtes vont être envoyées à Snowflake et exécutées par Snowflake. Donc, ça, en utilisant Python, vous allez pouvoir bénéficier de la scalabilité et des performances de Snowflake. Et le deuxième fonctionnement, peut-être celui qui va nous intéresser le plus dans ce Rex aujourd'hui, c'est le fait que vous puissiez pousser des fonctions directement sur Snowflake, donc des fonctions Python en l'occurrence. Ces fonctions de code, donc du coup, ça va être des objets à la fin sérialisés dans Python qui vont être appelables de la même manière qu'une UDF, qu'une procédure stockée, donc des fonctions SQL simples. En réalité, ce que ça va contenir, ces objets, c'est un code Python sous la forme de bytecode qui va être wrappé et stocké dans une sandbox sécurisée et qui va avoir accès à toutes les bibliothèques que Snowflake va vous donner. Donc, il y a toutes les bibliothèques utiles pour des développements Python orientés data. Donc, par exemple, sur l'image, on voit NumPy, Keras, TensorFlow et Pandas, mais il y en a plein d'autres. Et c'est un des points forts de cet outil, c'est que vous avez accès à une sandbox qui est sécurisée, mais qui est également très riche. Donc, Merci beaucoup, Étienne. Je sais pas, t'as fini? ah oui, j'ai fini. Merci bien pour cette introduction, effectivement très intéressant. Alors, on va s'attaquer progressivement au vif du sujet. Juste une petite parenthèse avant sur notre collaboration et comment on est arrivé là. Effectivement, donc là, on évoque cette volonté de Snowflake de travailler sur un moteur unique qui s'est exécuté à la fois du SQL, mais également du Python ou du Java ou du Scala. Donc, concept très intéressant qui donne plein de possibilités. Et ça me permet peut-être de revenir dessus comment on est arrivé sur ce sujet-là et je laisserai, Simon présenter, comment on est arrivé à ce sujet-là aujourd'hui. Oui, alors nous, on avait déjà travaillé avec Activision par le passé, donc on se connaissait déjà. Vous étiez venu faire des formations, notamment en interne, sur Tableau. On a discuté avec Radoslav, il était revenu vers moi, il cherchait un cas d'usage chez un client pour expérimenter Snowpark. Donc on a un peu discuté, moi j'ai un peu présenté les choses qui pouvaient coller et puis on a identifié donc le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est un service d'amélioration de la qualité de données, notamment la qualité des données, géographiques chez Shipeo et qui se prêtait bien, à cet exercice. Super, je te remercie. Donc, Étienne, tu peux peut-être nous dire un mot sur ton implication sur le sujet? Oui, tout à fait. Donc moi, du coup, effectivement, ce projet-là a été réalisé à la fin, au cours de mon stage de fin d'études que j'ai fait chez Actine.
L'idée, c'était qu'on avait déjà mis en place un premier algo qui nous permettait de faire du machine learning sur Snowflake. Mais on voulait essayer un peu de pousser Snowpark plus loin pour comprendre un peu comment ça pouvait marcher chez un vrai client. Donc d'où l'idée que Rado a eu de solliciter Simon pour avoir ce use case-là. Et moi, du coup, mon rôle pendant ce projet-là, ça a été de communiquer avec Simon et de faire procéder à l'implémentation du coup de ce code-là pour le transférer de l'existant vers Snowflake en passant par Snowpark. Super, je te remercie. Donc, et pour ma part, donc voilà, un tout petit peu pour organiser tout ça, mettre les bons interlocuteurs en face, mais aussi j'ai aidé un tout petit peu sur l'optimisation de l'utilisation de Snowflake. Et, euh, et sur ce, Simon, je propose qu'on aille présenter le use case métier que ça représente. Alors, je fais une petite introduction avant de rentrer dans le sujet sur deux concepts importants chez Shipeo. Donc pour suivre automatiquement les marchandises sur notre plateforme, on a besoin d'un certain nombre d'éléments de la part de nos clients. Donc d'abord, ce dont on a besoin, c'est des informations de base, le lieu de chargement de la marchandise, le lieu de livraison et les dates approximatives à laquelle ces deux phases du transport auront lieu. Ces informations-là, on appelle ça un ordre de transport. Ensuite, le client, qu'on appelle dans ce contexte le donneur d'ordre, il doit affréter un transporteur à cet ordre. En gros, il va désigner un des transporteurs avec qui il travaille et va lui donner la responsabilité d'effectuer le transport. À ce moment-là, ça va être au transporteur, cette fois, de nous indiquer le moyen de transport qui va s'occuper du transport et ça, c'est ce qu'on appelle l'appairage. Et le moyen de transport, communément chez Shipeo, on appelle ça une ressource. Une ressource, dans le contexte routier, ça va être un camion, un van. Dans le contexte maritime, ça va être, ça va être un bateau, un porte-conteneurs souvent. Ouais, ça peut être un avion, un train, etc. Pour détecter automatiquement l'arrivée du moyen de transport sur le site de livraison ou en amont sur le site de chargement, on utilise un système de géofencing. Donc le géofencing, c'est ce qui est décrit ici. Et en fait, on va écouter les positions du moyen de transport, de la ressource et on va détecter quand on va, voir un point dans la zone qui correspond au site. À ce moment-là, on va détecter, en fait, l'arrivée sur le site et dès que, on va observer un point en dehors du site, on va détecter que le moyen de transport a quitté le site. Donc nos clients, ils vont nous fournir un référentiel de site qui est chacun associé à une géofence, donc la zone dans laquelle on va détecter, l'arrivée. Et ces informations-là, elles vont être critiques. La qualité de ces informations-là est critique pour le bon déroulement de ce qu'on appelle le geofencing. Geofencing, c'est un élément très important de Shipeo parce que c'est sur ça, que va se baser beaucoup de choses, notamment le fait qu'on envoie des notifications pertinentes à nos transporteurs, mais aussi le fait qu'on ait des informations de qualité sur les heures exactes à laquelle sont arrivés et repartis les moyens de transport. C'est notamment sur ces informations-là qu'on va se baser pour entraîner nos algorithmes, qui vont générer les ETA. Et si la donnée est de mauvaise qualité, parce que les geofencing sont de mauvaise qualité, du coup, nos modèles apprennent sur de la donnée de mauvaise qualité. On a un adage dans ce domaine-là qu'on appelle garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si la donnée sur laquelle on entraîne nos modèles est de mauvaise qualité, forcément nos prédictions seront de mauvaise qualité. Alors, il y a un deuxième concept important qu'on appelle le géocodage. Le géocodage, c'est l'action de transformer une adresse postale, qui est souvent l'information que nos clients vont nous donner pour décrire leur référentiel de site, en une coordonnée latitude-longitude. Puisqu'en fait, nos systèmes informatiques, ils ne savent travailler qu'avec des latitudes-longitudes. Le problème du géocodage, c'est que ce n'est pas infaillible. On utilise une API externe et cette API externe, parfois, va se tromper. Elle va se tromper pour tout un tas de raisons, mais certaines adresses sont incomplètes, parfois elles sont invalides, parfois il y a des ambiguïtés.
Et on a même certains contextes où il est très, très difficile d'avoir une adresse. Par exemple, des chantiers de construction d'autoroutes où en fait la position du site sur lequel il faut livrer les marchandises change tous les jours. Donc tout ça, c'est pas infaillible. Et ce qui se passe, c'est que quand on va avoir des positions qui arrivent vers un site, donc ici vous avez une série de positions GPS qui arrivent vers un site et vous voyez qu'il y a un endroit où il y a une grappe de points. Donc quand il y a une grappe de points, en général, c'est parce que le camion est resté arrêté à un endroit. On a eu plusieurs points à peu près au même endroit. Il y a toujours des erreurs sur la réception des positions GPS. Donc, on observe en général une petite grappe. Et ici, on a un exemple. On a un site qui est mal géocodé, qui se retrouve un peu plus loin sur la route. Et donc là, le camion a livré, mais nous, on n'a jamais détecté la livraison puisque, en fait, on n'est pas en train de regarder au bon endroit. Je vais un peu vite. Donc, ces sites, ils sont assez faciles à identifier puisque on va regarder des sites de livraison sur lesquels on ne détecte jamais d'arrivée, tout simplement. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour simplifier, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on est capable de détecter ce genre de problème, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de suggérer à nos clients des alternatives. On essaie de trouver, un moyen de donner aux clients: «Bon, bah, ce site, il est pas au bon endroit, mais nous, on pense qu'il pourrait être ici». Alors comment on fait ça? Donc, on va se baser sur un autre système, chez PO, qui est la détection d'activité. La détection d'activité, c'est un algorithme qui va, observer les positions GPS des camions et qui va détecter quand un camion s'arrête à un endroit et il reste dans un temps significatif. Et à partir de ça, on va générer ce qu'on appelle des stops, qui sont des ellipses qui estiment quelle était la position d'arrêt du camion dans un certain intervalle de temps. L'idée, c'est qu'on exploite, ces stops. On va se baser sur un intervalle de temps dans lequel le camion aurait théoriquement dû arriver sur le site et on va chercher où est-ce qu'il s'est arrêté dans cet intervalle de temps. Et en se basant sur des passages de plusieurs camions, qui auraient tous dû se rendre sur ce site à des intervalles de temps indépendants, on commence à voir apparaître des grappes d'arrêt. Alors ici, on a 2 exemples intéressants. À gauche, on a un exemple d'un site qui est bien géocodé. Donc vous avez des grappes d'arrêt qui sont dans la zone bleue qui correspond à la géofence du site. Vous avez aussi d'autres grappes d'arrêt à côté. Pourquoi on a ça? Parce que peut-être que ces camions ont livré ou chargé sur des sites dans le même endroit, à peu près aux mêmes intervalles de temps. Ça arrive quand on a des camions qui font plein de petits, qui font un peu des milk runs, qui vont s'arrêter à plein d'endroits. Voire tout simplement parce que, souvent les camions, ils arrivent en avance sur le site et du coup, ils vont souvent s'arrêter sur une aire de stationnement pendant quelque temps en attendant leur tour d'entrer sur le site. À droite, vous avez un autre exemple. On a un site qui est mal géocodé. On n'a aucun grappe d'arrêt, on n'a aucune grappe d'arrêt dans la zone bleue, du site Geofence. Par contre, on a une grappe d'arrêt qui est pas très loin et là, on peut se dire que potentiellement la vraie adresse de ce site devrait se trouver à cet endroit-là. Alors en pratique, une fois qu'on a ces données de stop, on va utiliser un algorithme qui s'appelle DBScan, qui va permettre d'isoler les grappes, les différentes grappes. Donc on va toutes les isoler et on va, les agréger. Donc on va avoir une grappe et à partir de cette grappe, on va dessiner approximativement une zone qui pourrait qui pourrait correspondre à la géofence. Et notamment ce qu'on va avoir dans cette zone et j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais laisser la main à Étienne pour expliquer, comment d'un point de vue un peu plus technique, architecture, tout ça, ça s'organise. Mais une fois qu'on a agrégé cette grappe d'arrêt, on va aussi avoir le nombre d'arrêts, le nombre de stops de camions qu'on a identifiés dans cette grappe. J'y reviendrai plus tard, mais ça va nous permettre d'avoir une certaine mesure de pertinence de nos suggestions. Et je te passe la Merci, main, Étienne. merci beaucoup, Simon. Effectivement, c'est une belle introduction sur de quoi on va parler et Étienne va nous présenter un petit peu l'implémentation, de ce que ça donne. Ok, merci à tous les deux. Moi, je vais passer sur la partie un peu plus architecture de la solution qu'on a choisie. On va commencer sur une partie un peu plus macro, peut-être de cette solution. En fait, en réalité, l'architecture qu'on a choisie, c'est une architecture en 2 étapes. Donc, il y aura
comme beaucoup, en fait, comme l'a expliqué Simon, il y aura une partie détection finalement des lieux qu'on a mal géocodés et une partie suggestion où la suggestion va finalement faire toute la partie data science, machine learning pour un peu utiliser l'algo des scan par exemple et fusionner des points. Donc ça va demander pas mal de manipulations assez complexes. Mais d'un point de vue assez global, l'idée c'est qu'on va récupérer toutes les données utiles depuis la base de données HPO. On va faire des manipulations et des calculs de statistiques en SQL pour détecter les sites qu'on considère comme défectueux. Ces sites défectueux vont nous donner vont nous permettre de récupérer un certain nombre de points utiles, notamment des arrêts de camions, qui vont nous servir à faire des suggestions. Donc ces suggestions, on va utiliser des algorithmes avancés des algorithmes de machine learning et d'autres bibliothèques utiles en Python, d'où l'utilisation dans cette partie de Snowpark Python pour la suggestion des sites. À l'issue de cette suggestion, ce qu'on va fournir à l'utilisateur, c'est plusieurs sites potentiellement correctifs, en fait, qu'il va pouvoir lui ajouter à la place du site qui était défectueux. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail de cette archi, l'architecture qu'on a proposée et qu'on a mis en place avec Simon, en fait, c'est celle-là. Donc, on récupère depuis HPO un certain nombre de données utiles, notamment les points de passage des camions et les différents arrêts. Ce qu'on va faire dans la partie détection, c'est qu'on va regarder directement les points de passage des camions et voir si on a des points d'arrêt ou des sites de geofencing qui ne sont jamais déclenchés. On va également mettre en place des statistiques par entreprise qui vont nous permettre d'en évaluer en fait les différentes entreprises et en évaluant si elles ont un retard ou une avance systématique pour éviter de considérer un site défectueux alors que c'est juste un retard classique de l'entreprise ou une avance classique. En fait, ces différentes informations vont nous permettre de définir un seuil de tolérance relatif à différents sites pour dire si ce site-là attend à si peu d'arrivées et que l'entreprise n'est pas censée avoir du retard, on peut le considérer comme un site défectueux. À partir du moment où un site est défectueux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les différents arrêts des camions et essayer de dégager à partir des différents arrêts des camions qui ont été effectués au moment où ils auraient dû déposer la livraison, essayer de dégager grâce à du machine learning différentes grappes de points, comme l'a évoqué Simon juste avant. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer différents arrêts des camions, ce qui va nous donner une base de suggestions brutes, de données brutes qu'on va devoir nettoyer et clusteriser. Donc là, dans la suggestion, la partie verte, c'est là qu'on rentre dans la partie Snowpark Python. En vérité, les bibliothèques qu'on va utiliser, c'est GeoPandas et scikit-learn. Donc principalement parce que les données qu'on va manipuler, c'est des données géographiques. Donc l'idée, en fait, ça va être de récupérer nos données géographiques relatives aux différents points, de les agréger via des bscan, d'en dégager une espèce de zone globale qui va englober tous ces points et de proposer cette zone globale en tant que suggestion. Donc, ces différentes zones vont arriver dans une base de géocoding qui va être proposée à l'utilisateur final. Je rentrerai dans plus de détails éventuellement si vous avez des questions, mais l'idée globale de cet algorithme, du coup, c'est ces deux étapes-là, avec en rouge le SQL et en vert, pardon, la partie Python, en fait. À savoir que du coup, ce code Python que nous, on a testé sur nos outils locaux et qu'on a ensuite déployé sur Snowflake, en fait, il est appelable dans une pipeline et par un utilisateur lambda comme du code SQL, en fait. À la fin, c'était juste une fonction qu'on dit UDTF, donc une fonction d'utilisateur qui va nous retourner une table. Donc voilà. En termes d'architecture, c'est l'idée de ce projet. En termes d'avantages de Snowpark dans ce type de projet, en fait, l'avantage principal, c'était le fait qu'on avait accès à un grand nombre de bibliothèques utiles pour des cas variés, que toute la donnée reste dans Snowflake. En fait, il n'y a aucun déplacement de la donnée. Là, finalement, ce que vous avez vu dans l'architecture, si je peux revenir juste avant, c'est qu'en fait, la donnée est restée cloisonnée dans le Snowflake de HPO. C'est jamais sorti, donc en termes de gouvernance, on est vraiment au top. Et vous avez accès aux ressources de calcul, à ce qu'a ajouté Snowflake. Et également, comme je l'ai dit, en fait, comme le traitement est devenu une simple fonction UTF, c'est facile de l'industrialiser et de l'automatiser de manière automatique. En fait. Vous avez juste à créer une pipeline qui va appeler ce code-là. Super. Je te remercie, Étienne. Juste avant d'enchaîner, j'avais une autre question sur de la partie développement, mais je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour ajouter quelque chose. Donc, ce qui est intéressant de comprendre dans cette cinématique fonctionnement de Snowflake avec un moteur unique, c'est qu'on a exploité en premier lieu sur les arrêts et les waypoints
des fonctionnalités d'ingestion des données semi-structurées, en étant en capacité de facilement les aplatir et de les flatten pour les utiliser pour la partie détection ensuite. Donc du SQL sur la partie détection et du Python sur la partie suggestion qui est très facilement mise à disposition, comme l'indiquait Étienne, à travers du User Defined Table Function, donc du UDTF, pour facilement les utiliser derrière. Donc un bon exemple de combinaison du coup de plusieurs fonctionnalités de Snowflake qu'on peut utiliser sur même et unique projet sans que la donnée sorte ou se balade sur d'autres environnements. Est-ce que tu peux revenir, Étienne, du coup, sur quels sont les avantages en développement pour utiliser Snowpark et sans? En termes d'outils de développement? Oui. Oui. Alors du coup, oui, en fait, l'intérêt de Snowpark, c'est comme je l'ai dit avant, c'est une API en fait qui est disponible du coup en Python. Donc vous avez la possibilité de la télécharger, de l'importer, d'utiliser Pip et de l'utiliser, de la télécharger dans votre environnement virtuel et de commencer à développer directement depuis votre ordinateur pour faire ce genre les manipulations qu'on a fait aujourd'hui. Donc vous avez tout le confort de votre environnement de développement classique en fait. La seule chose à faire en plus, c'est prévoir une interface et une connexion à Snowflake. Donc moi par exemple, typiquement, moi j'utilisais VS Code et j'avais une interface, j'utilisais le module VS Code officiel Snowflake qui permettait de faire une connexion assez facile. La création d'objets, elle est transparente en fait, c'est-à-dire que quand vous allez créer un objet, par exemple un processus complet de rejeu coding en fait à la fin, vous avez juste à le wrapper, à indiquer à Snowflake que cet objet-là, vous voulez que ce soit une DTF et hop, enfin, c'est vraiment transparent, le code est sérialisé, il n'y a aucune complexité apparente pour l'utilisateur final. La manipulation de données, elle est également extrêmement facile parce que sans Pandas, on n'aurait pas pu faire ce travail-là de nettoyage de la donnée, de clustering, de tout ce qui était au niveau du machine learning. On n'a pas pu le faire sans les bibliothèques Pandas. Également, il y a la partie manipulation de data frame Snowflake, comme je l'ai évoqué avant, qui est intéressante. Mais également, il y a aussi la possibilité de, comme maintenant ce que vous avez fait, c'est du code Python qui est tout à fait qui est facile qui est facile à suivre. En fait, vous pouvez tout simplement mettre en place des démarches de CI/CD avec. Vous pouvez développer des démarches de développement agile pour la transformation de données en utilisant en fait toute la flexibilité des outils comme Git, par exemple, associé à Python, qui est lui-même associé à Snowflake et à Snowpark. Donc en fait, ça ouvre la voie à pas mal de développements assez intéressants, tout en restant, du coup, comme l'a indiqué Rado, dans Snowflake, donc en bénéficiant également d'un seul moteur, que ce soit pour le SQL ou pour le Python. Merci Étienne. Je prends une question de Arnaud qui nous pose la question, est-ce que le traitement est effectué en batch et à quelle fréquence? Je pense que tu peux y répondre. Étienne? Oui, pardon, je posais cette question. Oui, alors ça, c'est un peu plus pour Simon, peut-être que après on va pouvoir répondre à la question. Mais l'idée, oui, effectivement, c'est que cet algorithme, il est effectué, ce traitement est effectué de manière journalière, en fait, sur des données batch, en fait. L'idée, c'est que vous avez un batch de données défectueuses et qu'à la fin, vous proposiez un batch de solutions associées à ces différentes données. Donc oui, c'est l'intérêt, c'est justement de ne pas avoir à faire une boucle for sur toutes vos loops, sur tous vos cycles effectués parce que ce serait beaucoup trop long. Et vous avez justement l'intérêt de cette solution si vous avez également aussi accès à la parallélisation en fait, des traitements de Snowflake. Je te remercie. Effectivement, Simon, si tu souhaites compléter quelque chose par rapport à la question, et sinon, je te propose en fait de nous montrer un tout petit peu les résultats de l'exploitation au quotidien que vous avez de ces résultats. Oui, oui, ça me permettra de répondre à la question, au passage. Je vais commencer par montrer à quoi ça ressemble sur la plateforme. Donc, on a une interface d'administration pour nos utilisateurs dans laquelle ils peuvent observer leurs référentiels de site tel qu'il est défini sur Shipeux. Et donc, dans cette console d'administration, l'utilisateur donc, va pouvoir inspecter les adresses mal géocodées. Ici, on a un exemple. Donc là, il s'agit donc d'une adresse pour une usine automobile et on a, en rouge, donc l'adresse telle qu'elle est géocodée actuellement et en bleu, on a une suggestion. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'adresse en rouge, elle est un peu située au milieu du village. L'adresse en bleu,
là, un humain qui regarde cette carte se rend compte qu'effectivement, cette adresse en bleu, elle est à côté de là où sur le fond de carte Google Maps, on a effectivement l'usine automobile qui est indiquée. Donc là, on est sur une suggestion qui semble assez pertinente. Ce que peut faire l'utilisateur, c'est qu'il va pouvoir cliquer sur, la suggestion et là, il va voir, le nombre de fois où on a vu des camions individuels sur une mission de livraison ou de chargement, s'arrêter sur ce site. Mais si on a 780 arrêts. Donc ça semble assez pertinent et surtout, il va pouvoir le comparer à d'autres suggestions qui pourraient se trouver, dans la même région. Ici, on en a 2 autres, avec un exemple que j'ai sélectionné en haut, où on a seulement 11 arrêts. Donc là, on a a priori, un bon candidat et ce que va pouvoir faire l'utilisateur, c'est sélectionner donc cette suggestion en bas et remplacer le site actuel par cette suggestion. Donc en réalité, il y a 3 actions possibles sur ces zones mal géocodées. La première, c'est d'ignorer. Donc dans ce cas-là, l'utilisateur, il va ignorer les suggestions et il va garder la version actuelle de la place. La deuxième option, c'est la reposition. L'utilisateur va donc accepter que le site est mal géocodé, mais il ne va pas utiliser les suggestions, il va décider de repositionner à la main, lui-même en redessinant un nouveau site. Et enfin, la dernière option, c'est d'accepter la suggestion. Donc de sélectionner l'une des suggestions qu'on a proposées et de remplacer, la géofence actuelle par cette suggestion. Ce qui est assez intéressant de regarder, c'est dans quel pourcentage des cas, on va avoir, au bout de quelques jours, un retour du tracking, donc un géofencing performant sur ces sites-là. Alors, quand le site est ignoré, on a quand même un géofencing performant qui revient dans 71 des cas. Alors par quoi ça s'explique? En réalité, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles le géofencing ne fonctionne pas. Souvent, ce qui se passe, c'est, que le transporteur, fait l'appairage avec le moyen de transport trop tard. Ça, c'est très, très fréquent. Donc, souvent, ce qu'on dans les cas de problèmes de géofencing, c'est la première chose qu'on va regarder et il s'avère que souvent, ça sera un problème côté transporteur. Mais on a quand même 30 des situations où si c'est ignoré, il n'y aura pas de magie, pas d'amélioration et on n'aura jamais de géofencing sur le site. Quand l'utilisateur décide d'ignorer nos suggestions, mais de repositionner lui-même le site, on va avoir un retour à la normale dans 93 des cas. Et quand il accepte l'une de nos suggestions, on va avoir un retour à la normale dans 96 des cas. Donc là, ce qui est un peu intéressant d'observer, c'est que nos suggestions sont même un petit peu mieux que ce que nos clients feraient, d'eux-mêmes. C'est, c'est un excellent constat de voir comment, l'IA et le machine learning peut pratiquement faire mieux que l'humain, sur certains sujets. Donc je propose du coup très intéressant, je propose donc du coup d'arriver sur, le retour d'expérience justement sur l'exploitation, quotidienne et ça répondra en grande partie à la question d'Arnaud, de qu'est-ce que ça a changé dans l'utilisation? Donc qu'est-ce que ça vous a apporté? Et donc du coup, on s'est dit que sur le mieux pour présenter ça, c'est de faire un avant-après de l'état de la solution. Hem, Simon, je te laisse reprendre la main, du coup, de m'expliquer un tout petit peu ce que vous aviez avant et qu'est-ce que vous aviez après, et la différence entre les 2. Donc avant, on était sur une architecture, donc sur, une base PostgreSQL avec un traitement batch, qui était, exécuté sur, avec un worker, Python sur un cluster Kubernetes. En termes de temps d'exécution, l'opération donc de détection plus suggestion prenait environ 4 heures de traitement. On était sur un batch, donc on est sur un mode batch effectivement, 1 fois par jour, puisqu'on va pas ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'actualiser, en temps réel, la détection puisque
il faut de toute façon, quand on a un nouveau site, attendre quelques jours pour qu'on ait suffisamment de données pour être sûr que le site est mal géocodé et que, c'est pas juste, un petit problème temporaire. Donc pas d'intérêt de faire ça plus souvent. 4 heures, c'était complètement OK. Le souci, c'est que en cas de problème, ça arrive, parfois il y a des bugs, parfois il y a des données qui sont de mauvaise qualité, qui peuvent faire planter le traitement. Parfois, on a des problèmes d'instabilité sur notre infrastructure. Ça arrive. 4 heures de traitement, c'est long et en 4 heures, ben, il y a plus c'est long, plus il y a de chances qu'il y ait un problème et surtout, quand il y a un problème, ça veut dire qu'il faut repartir sur 4 heures de traitement. Donc c'était un peu pénible. Ça rendait la réexécution très complexe. Ensuite, la base PostgreSQL qu'on utilise, c'était une base qui était partagée par beaucoup d'applications. C'est notre base de données, métier, qu'on utilise pour tout ce qui est lié au traitement de données géographiques et au traitement de données temporelles. Pour ceux qui connaissent peut-être, c'est une base Postgre avec les extensions PostGIST et Timescale. Donc c'est difficile de contrôler, l'allocation des ressources, de géocode par rapport aux autres applications qui tournaient sur cette base. Donc on a potentiellement des problèmes de concurrence ou, des problèmes de surtout pendant le traitement géocode, on pouvait poser des problèmes de concurrence et de disponibilité de ressources pour d'autres applications. Ensuite, en termes de coût, c'était très difficile pour les mêmes raisons de monitorer le coût lié à RogerCode et surtout RogerCode, c'est, une application qui a besoin de beaucoup de données. Ces données étaient donc stockées sur cette base de données et elle nous demandait d'utiliser, demandait d'avoir, heu, une taille de base, suffisamment grande en termes de stockage disponible, puisqu'on était en fait on est sur c'est un peu des détails, mais on est sur une offre où le scaling de la taille se fait à la fois sur, les ressources CPU mémoire et sur les ressources disques. Donc on se retrouvait avec une base suffisamment grosse pour avoir suffisamment d'espace disque, mais avec des ressources CPU RAM, surdimensionnées. Donc voilà, vraiment une question de problème de gestion de scaling et de coût et aussi on avait un souci qui était qu'on déplaçait, notamment entre la base Postgre et le cluster Kubernetes pour les traitements, on déplaçait beaucoup de données. C'était en termes de gouvernance, c'était pas terrible non plus. Super. Et le après, du coup? Après, du coup, avec Snowpark et Snowflake, alors là, on est descendu sur un temps d'exécution, alors de 15 minutes, c'est même moins en pratique, mais pour être large, de 15 minutes. Réexécutable à souhait, tant qu'on veut. 15 minutes, c'est très peu. En termes de scalabilité et de fiabilité, on a un warehouse Snowflake qui est dédié à RogerCode. Donc on a complètement la main sur le sizing de ce warehouse et pour contrôler à la fois, les coûts et les besoins, si jamais on avait à un moment besoin d'un sizing plus grand, on pourrait facilement changer ça. L'exécution sur Snowflake plus Snowpark, elle est très stable. Là, on a ça en production depuis mi-avril. On a eu une erreur une fois, en plusieurs mois, de presque 6 mois. On a eu un retry automatique dessus et c'est passé. Donc, c'est très, très stable. En termes de coût, on est entre 15 et 20 € par mois. Donc, alors avant, c'était un peu difficile de mesurer, mais, en tout cas, là, c'est dérisoire par rapport à nos coûts d'infrastructure, sur, sur toute la plateforme Shipeo, c'est une goutte d'eau dans un océan. C'est monitorable, ajustable, on peut libérer les ressources, sur notre base, Timescale PostGIST et gérer, et régler nos problèmes de stockage de données et surtout, on a tout qui est traité de bout en bout sur Snowflake. Donc en termes de gouvernance, c'est beaucoup plus simple. Super. Je, te remercie Simon, effectivement, donc très encourageant. Moi, ce que je retiens, c'est très encourageant, donc ça vous a permis de libérer des ressources. Les coûts sont très intéressants, la scalabilité est là, la gouvernance est là, tout un tas d'avantages, du coup, à la solution. Ça vaut le coup peut-être de mentionner que le warehouse qui est utilisé aujourd'hui, c'est un XS, sauf erreur de ma part, hein.
Donc Ouais. c'est toujours en XS, donc quelque chose de très petit et donc enfin le plus petit qu'on peut, dimensionner. Pas besoin d'en faire plus, même si les données sont quand même assez considérables. Donc globalement la solution, de traiter tout bout en bout est économiquement, très intéressant et scalable, hem, par ces raisons-là. Hem Je me souviens typiquement pendant, l'implémentation, donc là le résultat final il est très encourageant. Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement ça apporte beaucoup de plus-value côté client avec les optimisations à 96, donc du coup de taux du taux, très très bien. Mais je sais que vous avez aussi rencontré quelques difficultés, pendant. Est-ce qu'on peut peut-être, revenir, un tout petit peu sur ces difficultés-là? Rapidement. Oui, alors, moi je laisserai aussi, Étienne donner son point de vue, mais pour moi, les principales difficultés qu'on a eues, c'était lié à un manque de documentation de la partie snowpark. Il y avait La documentation était très, très limitée. On a beaucoup tâtonné, notamment sur le déploiement de l'UDTF, sur le staging, Snowflake. On avait beaucoup d'erreurs et impossible de trouver de l'aide dans la documentation. Finalement, on s'est plutôt en se penchant sur la documentation et sur la connaissance qu'on avait de l'API Spark, pour comprendre les erreurs qu'on a. Pour moi, c'est un peu ça que j'ai retenu, et peut-être un deuxième point, c'était la disponibilité des packages Python dans l'environnement de Snowpark. Mais je pense que, et Étienne pourra confirmer, je pense que tout ça a été, grandement amélioré depuis Ouais, notre travail. si. Effectivement, Étienne, si tu peux nous donner ton avis aussi sur la difficulté et puis justement de parler un tout petit peu des évolutions du produit. Parce que là, on était effectivement, ce projet-là était démarré, donc Snowpark pour Python venait tout juste de sortir, donc effectivement quelques lacunes du début. Donc qu'est-ce que tu en as pensé toi de ton côté en termes de dev déjà? Bah, du coup, en termes d'expérience utilisateur, effectivement, moi, le souci que j'ai eu au tout début, c'était que la documentation, c'était compliqué au début, parce que, comme dit, enfin, l'outil venait d'arriver, et du coup, on avait très peu de référentiels, il n'y avait pas beaucoup de use cases qui a été déjà mis en place, et la documentation était un peu, c'était un peu compliqué de savoir vraiment comment on allait pouvoir mener notre petite barque. Et aussi, il y a un point qu'on n'a peut-être pas souligné, c'est qu'il y avait un moment où nos algorithmes étaient un peu trop gourmands, peut-être pour les ressources de Snowflake, puisqu'ils n'avaient pas attribué, on n'avait pas réussi à récupérer assez de ressources pour pouvoir faire tourner notre algo. Fort heureusement, du coup, ça me permet d'embrayer sur du coup, mon dernier point. C'est que du coup, comme l'a dit Simon, en fait, il y a eu plein d'ajouts par rapport à Snowpark. Le premier, c'est le plus simple. En fait, c'est que, comme je vous l'ai dit au tout début de la présentation, c'est que vous êtes constamment connecté à un repo Anaconda officiel euh, dans, euh, dans Snowflake qui va vous permettre de vous connecter à différentes bibliothèques. Donc, par exemple, GeoPandas, qu'on a utilisé pendant le développement, qui était une version dépréciée il y a un an, et du coup, qui ne nous permettait pas d'arriver au bout de nos traitements qui passaient parfaitement sur machine. Fort heureusement, le support de Snowflake était assez réactif pour le mettre à jour dans la journée de la demande. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, toutes les bibliothèques sont à jour. Il y en a plein qui ont été rajoutées. Il y a des bibliothèques pour faire du NLP, des bibliothèques pour faire du scrapping. Il y a énormément de choses qui sont disponibles pour faire des use cases qui sont toujours plus variés. Également, pour revenir sur les problématiques de ressources, c'est pas une warehouse qui utilise forcément Shipeo, mais c'est une warehouse qui est disponible, qui est forcément assez intéressante. C'est les Snowpark Optimized Warehouse, qui sont du coup des ressources enfin des warehouses qui sont dédiées à l'exécution de code Snowpark dans Snowflake, donc qui vont embarquer un peu plus de RAM, et qui vont embarquer d'autres petites améliorations qui permettent de faire du code de Python de manière plus efficace dans Snowflake, pardon. Donc ça peut être des warehouses que vous pouvez créer et associer directement à ce type de workflow qui sont assez intéressantes. Également, en termes d'expérience développeur, le fait que maintenant vous puissiez facilement loguer et tracer dans Snowflake, en plus de ce que vous pouvez faire dans Python, pour loguer une étape au-dessus si vous voulez, parce que auparavant, quand on publiait quelque chose sur Snowflake, c'était un peu l'effet boîte noire, on ne savait pas exactement comment ça s'exécutait, on avait juste les données en sortie, c'était un peu un tunnel.
Maintenant, c'est beaucoup plus simple de tracer, loguer, débugger directement dans Snowflake aux fonctions Python. Ça, justement, moi, je reviendrai juste après. Également, il y a des bibliothèques haut niveau en fait, qui vont nous permettre de faire du machine learning. C'est pas ça qu'on a utilisé nous dans notre projet, mais c'est une possibilité qui peut être assez intéressante si vous voulez faire assez facilement des bibliothèques pour le pré-processing et pour l'entraînement de modèles de machine learning. Donc il y a la bibliothèque de training et celle de pré-processing qui sont maintenant en public preview qui vont passer en public preview ou même en général availability dans les jours à venir, il me semble, d'après les dernières annonces de Snowflake. Voilà, il y a d'autres évolutions aussi que je n'évoque pas, mais ça, c'est les principales depuis l'achèvement du projet. Super, très intéressant. Je te remercie, Étienne. Il y a une question d'Arnaud, encore une fois, qui pose juste la question à quoi ressemblent les logs justement de Snowflake? Ouais, alors ça, Arnaud, si vous voulez, peut-être que je peux vous retrouver à la limite la documentation de Snowflake liée à ça, parce que ça sera beaucoup plus clair que ce que je peux vous expliquer maintenant. Donc à la limite, je vais rechercher rapidement le lien pour ça et vous le ramener, mais c'est assez intéressant. Ça permet de faire des choses assez intéressantes. En fait, si vous voulez, ça va permettre de créer une table qui va être dédiée à ce logging-là et ça va permettre de vous gérer des traceurs qui vont permettre d'associer une UDF à une table. En fait, ça va les remonter de manière un peu avec une logique SQL, en fait. Donc, ça va permettre que vous allez pouvoir faire des queries dessus, d'autres choses, toujours en restant dans une logique SQL centrée de Snowflake. Il y a également une question de Bastien qui est assez technique, je dirais. Donc, ça serait peut-être intéressant, Bastien, si ça vous intéresse, de revenir dessus et de se repencher sur la question. Je l'évoque quand même. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser les librairies comme Moving Pandas, GeoDataFrame, donc également doté de dimensionnement temporel? Et ce genre de choses. Donc, je ne suis pas certain que ça a été utilisé aujourd'hui, mais c'est du sujet qu'on peut peut-être essayer d'évoquer en off. Alors, nous, on n'a pas utilisé ça, notamment parce que beaucoup des choses qu'on peut faire avec Moving Panda, nous, on les fait déjà dans d'autres parties de TPO. Ensuite, notre donnée, elle est quasi temps réel. Donc, manipuler nos données avec des data frames, c'est pas possible puisqu'en fait, on reçoit position par position, on doit faire les traitements en temps réel. Donc, on a déjà des algos qui vont traiter la donnée en streaming et qui vont générer, enfin, notamment la partie de détection d'activité, elle se fait en temps réel. Et là, on a simplement réutilisé les outputs de ces algos qui sont indépendants de GeoCode dans la partie suggestion. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. On s'approche de la fin de cet event. Je vous propose peut-être juste très rapidement de votre côté, si vous avez, donc suite à ce projet réussi, peut-être, qu'est-ce que ça vous évoque pour l'avenir? Est-ce que vous avez d'autres use cases en tête que ça pourrait être intéressant de réexploiter ça? Oui, alors plus rapidement, nous, on utilise Dataiku qui est donc un studio, une plateforme pour les data science. Sur toute la partie ETA, on a ça pour nos data scientists, ils travaillent là-dessus. Et les traitements, ils sont faits sur BigQuery pour des raisons historiques, principalement, sans rentrer trop dans les détails. Et il s'avère que, donc on a le traitement sur BigQuery, pour ce qui peut être fait en SQL avec les fonctionnalités de BigQuery et ensuite on a, des traitements qui sont en Python. Donc il y a un transfert de données qui se fait entre BigQuery et les traitements Python ou Spark qui sont sur, des clusters Kubernetes. Et souvent ça passe par un dump, de la donnée de BigQuery, sur un Google Cloud Storage, qui va être ensuite lu par les pods, Kubernetes, Python. Ça c'est un gros overhead en fait, en tout cas je sais que sur la partie qui est route, ça correspond à peu près 2/3 des temps de traitement ce total pour générer une prédiction, cette partie de transfert de données. Et il s'avère que Dataiku propose une intégration avec Snowpark.
Et ce qui serait intéressant ici, c'est que si on utilisait cette techno, donc au lieu d'utiliser la combinaison de BigQuery, Kubernetes, Spark, on utiliserait, tout simplement, Snowflake pour les traitements SQL et Snowpark pour les traitements Python. Et là, on n'aurait pas de transfert de données. Tout s'effectuerait au même endroit, donc on gagnerait, potentiellement, beaucoup de temps, sur nos flux, de prédiction. C'est peut-être Ok, quelque chose qu'on va explorer l'année prochaine. très intéressant. Donc sur un mode push-down et sur un mode sur le même infra. Donc c'est très intéressant en effet. Peut-être on va clôturer rapidement. Peut-être Étienne, de ton point de vue, une projection aussi d'utilisation très rapidement. Ouais, en fait, c'est comme j'ai dit, du coup, c'est l'accès à toutes ces bibliothèques qui permettent de faire des avancées assez intéressantes. Moi, il y a un point aussi que je trouve intéressant et qui n'était pas forcément possible avant, c'est qu'on a beaucoup de projets, on doit faire des appels API, par exemple, pour intégrer de la donnée, consolider des données, faire un data mart dans le Data Lake. Et c'était pas quelque chose qui était nativement possible dans Snowflake. En fait, on pouvait faire des choses qui vont appeler des API externes pour les intégrer dans des partenaires pour ensuite les mettre dans Snowflake. En fait, depuis récemment, vous pouvez faire des appels API. C'est décloisonné, en fait. Snowflake vous permet de faire des appels API externes directement dans le code. Donc, ça vous permet en fait, d'avoir une logique Python qui est complète. Et la seule limitation, ça va être vraiment, j'ai envie de dire, ça va être vraiment les bibliothèques disponibles. Et maintenant, il n'y en a plus vraiment beaucoup qui sont plus disponibles sur Snowflake, en fait. Donc, c'est assez vague, c'est assez large ce qu'on peut pouvoir faire avec Snowpark. En termes de use case, du coup, il y a le geocoding qui était assez intéressant, mais ça peut être aussi maintenant intégrer des logiques de deep learning, puisqu'on va pouvoir on va pouvoir intégrer directement le code Python, même avec la logique de Cortex ou les nouvelles annonces de Snowflake. Donc c'est assez large. Il y a pas mal de choses intéressantes à faire, je pense. Top. Merci Étienne. Donc plan de perspective à l'avenir, et effectivement la combinaison de différents services Snowflake qui peut être intéressante. Merci beaucoup. Je vous propose de s'arrêter là. Grand merci à toi Simon, grand merci à toi Étienne pour cette présentation. J'espère que ça a été intéressant pour le public. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de questions ou un projet en particulier à aborder. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.